Hello, I'm Bonjour, Rebecca mon nom est Barnes. Rebecca Barnes. Je vous souhaite la bienvenue dans ce premier podcast vidéo du programme scientifique de l'ESA. Je serai votre guide au cours de ce voyage dans l'univers, en constante évolution de l'astronomie spatiale et de l'exploration planétaire. Cette série de vidéos scientifiques vous dévoilera les merveilles que l'astronomie moderne a révélées à l'humanité, pour la plupart d'entre elles au cours des 10 dernières années. Nous évoquerons les découvertes les plus récentes et ferons connaissance avec quelques-uns des satellites de haute technologie lancés par l'Agence spatiale européenne. Depuis des millénaires, le ciel nocturne fascine l'humanité. Notre soif de connaissance et de découverte nous a amenés à étudier le mouvement des étoiles et des planètes. Cela fait au moins 4000 ans que l'astronomie joue un rôle important dans notre vie quotidienne. L'invention du premier télescope astronomique, il y a 400 ans, nous a permis d'observer de plus près ces étoiles et ces planètes. Elle a totalement bouleversé l'idée que nous nous faisions de l'univers et de la place que nous y occupons. Mais les télescopes, installés sur Terre, n'offrent qu'une vue limitée du cosmos. L'entrée dans l'ère spatiale a permis d'élargir considérablement le champ de vision des astronomes. Grâce aux télescopes lancés dans l'espace depuis un demi-siècle, nous savons désormais que le monde dans lequel nous vivons se situe dans un tout petit coin de l'univers et qu'il y a bien plus à découvrir dans l'espace que ce que nous pouvons y discerner à l'œil nu. Les télescopes, qu'ils soient installés sur Terre ou dans l'espace, recueillent la lumière. Quand nous entendons le mot lumière, nous songeons automatiquement à ce que nous pouvons voir avec nos yeux, à la lumière visible qui ne constitue que l'une des formes du rayonnement électromagnétique. La décomposition de la lumière blanche, au travers d'un prisme, permet de discerner le spectre visible, mais celui-ci ne représente qu'une petite partie du spectre total. La lumière est une onde. Elle résulte de l'oscillation en phase d'un champ magnétique et d'un champ électrique sur deux plans perpendiculaires. Ces ondes se déplacent à angle droit sur chacun des deux champs. Le rayonnement électromagnétique constitue le principal mode de transport de l'énergie dans l'univers. Les diverses portions du spectre électromagnétique ne se différencient qu'en termes de quantité d'énergie transportée. Elles sont constituées d'ondes qui se déplacent dans le vide à la vitesse de la lumière, soit environ à 300 000 km à la seconde. Le spectre lumineux ne se limite pas à la seule capacité de nos yeux. La lumière émise par les différents objets spatiaux couvre la totalité des fréquences du spectre électromagnétique. Mais ce n'est que depuis le début de l'ère spatiale que les astronomes sont en mesure d'observer ce phénomène. Chaque nouveau télescope lancé dans l'espace a permis de détecter une nouvelle catégorie de lumière invisible, et cela a bouleversé la conception que les astronomes avaient de l'univers. Mais pourquoi l'ère spatiale est-elle si importante? Pourquoi avons-nous besoin de lancer de nouveaux télescopes et de nouveaux observatoires dans l'espace? Le rayonnement électromagnétique émis par les objets célestes se propage vers la Terre. La détection de ce rayonnement constitue le principal moyen dont disposent les astronomes pour comprendre les processus qui régissent l'univers. Mais la majeure partie de la lumière composant le spectre électromagnétique ne parvient pas à pénétrer l'atmosphère terrestre. Heureusement pour la vie sur Terre, les dangereux rayons gamma et les rayons X à haute énergie sont absorbés par l'oxygène et l'azote composant la haute atmosphère. La plus grande partie du rayonnement ultraviolet est également absorbée par les molécules d'oxygène et d'ozone contenues dans la haute atmosphère et la stratosphère. Mais un certain nombre de longueurs d'onde très spécifiques parviennent malgré tout à franchir le barrage. La majeure partie de la lumière visible parvient à traverser l'atmosphère, et il en est de même pour le proche infrarouge. La majorité du rayonnement infrarouge est absorbée par les molécules d'eau, mais les astronomes peuvent néanmoins l'observer si leurs télescopes sont installés à haute altitude, là où l'humidité est faible. L'atmosphère est également transparente pour la majeure partie des micro-ondes et des ondes radio plus courtes. L'opacité de l'atmosphère n'est pas le seul problème surmonté grâce aux observatoires et aux télescopes spatiaux. Observer l'univers depuis l'espace permet de recueillir des données très précises, en réduisant l'influence du bruit de fond suscité par les activités humaines et les phénomènes naturels. La lumière que l'on recueille sur Terre est déformée par son passage à travers les couches turbulentes de l'atmosphère. Par contre, les étoiles ne scintillent pas dans l'espace. La lumière s'y propage librement. Pour disposer d'une image complète de l'univers, les astronomes ont besoin de franchir la barrière de l'atmosphère et de lancer des satellites dans l'espace. L'observation des différentes formes de lumière émises par les objets spatiaux dévoile l'image d'un univers violent et secret. Voici une image typique du ciel, telle qu'on peut l'observer tout entier en lumière visible. Les atomes d'hydrogène, présents dans l'espace interstellaire, émettent des ondes radio,
Et c'est donc dans les zones les plus brillantes de cette image que se concentre la majeure partie de l'hydrogène, à savoir dans ce cas, le plan de la Voie lactée. La lumière infrarouge est émise par les particules de poussière. Nous pouvons ainsi découvrir ici les énormes quantités de poussière réparties entre les étoiles de la Voie lactée. La poussière émet des ondes infrarouges en utilisant l'énergie libérée par les étoiles voisines. Les gaz à très haute température émettent des rayons X, et les particules subatomiques à très haute vélocité émettent un rayonnement gamma en entrant en collision avec les noyaux atomiques présents dans l'espace interstellaire. Au début du XXe siècle, Einar Hertzsprung et Henry Russell ont, chacun de leur côté, élaboré des diagrammes répartissant les étoiles selon leur magnitude visuelle absolue et leur type spectral. Voici un exemple typique de diagramme de Hertzsprung-Russell mettant en évidence une répartition qui n'est pas le fruit du hasard. La majorité des étoiles répertoriées se situe dans cette ceinture, allant du coin supérieur gauche au coin inférieur droit. Cette région est appelée séquence principale. Les étoiles appartenant à cette séquence principale sont parvenues à un état d'équilibre hydrostatique stable. Notre Soleil, qui se situe dans cette zone-ci de la séquence principale, en constitue un bon exemple. Il existe un groupe bien défini, en haut à droite du diagramme, qui regroupe des étoiles géantes, tandis que les naines blanches sont rassemblées en bas à gauche. La capacité de lancer des satellites dans l'espace a permis de recueillir des informations cruciales sur la vie des étoiles. Les proto-étoiles se forment à partir de l'effondrement d'un nuage gazeux. Ces étoiles naissantes n'apparaissent pas dans la séquence principale du diagramme de Hertzsprung-Russell, mais dessinent un chemin connu sous le nom de trajet de Hayashi, qui se dirige vers la séquence principale. Lorsqu'une proto-étoile devient une étoile véritable, nous constatons que sa position sur la séquence principale dépend de sa masse. Elle abrite un nuage moléculaire géant qui va de sa ceinture à son épée. On peut y distinguer à l'œil nu une zone particulière, connue sous le nom de M42, ou encore de nébuleuse d'Orion. Elle présente un spectacle magnifique en lumière visible. M42 peut être vue parce que de jeunes étoiles très chaudes s'y sont formées, en excitant l'hydrogène environnement qui rayonne dans la partie visible du spectre électromagnétique. Mais la lumière visible ne permet pas d'observer l'intérieur de cette belle nébuleuse, car le gaz et la poussière qu'elle contient en dissimulent la vue. Pour mieux étudier M42, les astronomes ont besoin d'y détecter le rayonnement d'une longueur d'onde supérieure qui peut traverser le gaz et la poussière. Un télescope à infrarouge permet de dévoiler les secrets de M42 et d'y observer des étoiles en formation. La nébuleuse d'Orion ne contient pas seulement des proto-étoiles, elle abrite également un amas de très jeunes étoiles. L'observation du rayonnement X émis par la nébuleuse d'Orion a permis aux astronomes de mieux comprendre le comportement d'étoiles semblables à notre Soleil, mais dont l'âge se situe entre 1 et 10 millions d'années. Ces jeunes étoiles sont le théâtre de violentes éruptions, beaucoup plus puissantes et plus fréquentes que celles du Soleil, dont l'âge est plus avancé. À l'autre extrémité, une étoile 8 fois plus massive que le Soleil quitte la séquence principale du diagramme de Hertzsprung-Russell pour se diriger vers la région des supergéantes. La vie de ces étoiles massives se termine en feux d'artifice. Elles deviennent des supernovas.